Ce que tente d'effacer l'Occident, c'est une civilisation mondiale qui était la grande barbarie ou Tartarie. Les vrais barbares ne sont pas ceux qui ont été insultés de sauvages ou barbares car vivant en harmonie avec la nature et refusant l'esclavage occidental ou capitaliste, mais les vrais sauvages sont les capitalistes qui ont détruit des civilisations et des peuples entiers ou les ont mis en esclavage et ont tout détruit dans le monde, ont rasé les forêts et asséché des marécages et des lacs naturels, les transformant en désert et ont tout détruit tel un virus ou des armées de criquets qui détruisent tout sur leur passage. L'Algérie avec l'Albanie était autrefois la marine la plus puissante du monde avec plus de 10 000 bateaux et bien entendu contre de l'argent assurait la sécurité du commerce maritime et donc la grande barbarie où la marine algérienne ne vivait pas de piraterie mais faisait payer le passage de ses eaux territoriales ou protégeait les ports de Hollande ou de Norvège contre une rémunération comme le fait aujourd'hui l'Amérique avec l'OTAN. Les pays faisant partie de l'OTAN doivent payer une cotisation annuelle aux États-Unis d'Amérique, de même les bateaux de transport doivent payer une taxe ou assurance au Trésor américain. Et donc l'Algérie et l'Albanie ou l'Empire de la Grande Barbarie disposaient des plus grands canons du monde et d'une technologie avancée et des énergies libres et de machines à vapeur. L'Algérie n'était pas une colonie turque mais au contraire les marins algériens avec des Albanais et Macédoniens assuraient la protection de la Turquie et de l'Empire ottoman. Lors de la prise d'Alger, la ville aux 1000 canons, la France et les Rothschilds et les banquiers essayèrent ainsi que Schneider ont mis la main sur des milliers de canons et des milliers de plans de machines à vapeur ou à énergie libre très avancés. Tout cela grâce à l'armée d'Afrique, donc des soldats sénégalais et allemands. La France a colonisé Alger grâce aussi à l'infiltration de la franc-maçonnerie dans l'Empire ottoman. Après, Schneider est devenu lui-même un fabricant de canons et un fabricant de machines à vapeur et de chemins de fer grâce à l'acier et aux technologies volées en Algérie. Les canons géants d'Algérie ont été transportés en France et en Europe pour protéger les côtes françaises ou anglaises. Plus de 200 000 canons ont été volés et ont été partagés entre les puissances impérialistes, un tiers pour la France, un tiers pour l'Angleterre et l'Amérique et le reste entre les puissances européennes comme la Belgique. Ces canons sont aujourd'hui aux Invalides à Paris, dans les forts normands ou bretons, ou au Mont-Saint-Michel par exemple. Baba Merzoug n'était absolument pas le plus grand canon d'Algérie mais il en existait de bien plus gigantesques qui ont été parfois découpés en Algérie et ont été refondus pour servir à la révolution industrielle française et anglaise ou américaine. Il y avait au moins un canon de 150 mètres de long avec des obus de peut-être 7 mètres de diamètre mais aussi des canons géants avec des obus en pierre ou en métal de 3 mètres de diamètre pouvant écraser plusieurs hommes. Au Mont-Saint-Michel il y avait en 1980 encore des canons algériens géants de 14 mètres de long et d'autres de 7 mètres de long et des obus de 3 mètres de diamètre. Le célèbre écrivain français né à Nantes Jules Verne a peut-être été inspiré par les canons géants d'Algérie où il a séjourné surtout dans le port d'Oran pour imaginer son roman « De la Terre à la Lune » en 1865. Mais si en réalité l'Algérie disposait avant 1830 de canons géants capables d'atteindre la Lune, ce qui peut expliquer l'existence des cratères lunaires. Or le port de Nantes, Londres et certains ports américains ont été détruits lors des guerres barbaresques opposant l'Empire barbaresque aux USA et à l'Angleterre et à la France. Jules Verne fut le précurseur d'une invention appelée le canon spatial où ce canon existait déjà en Algérie avant 1830. Ce canon imaginaire qu'il décrit dans son roman intitulé « De la Terre à la Lune ». Les personnages seront projetés sur l'astre de la nuit, dans une capsule géante, grâce à un gigantesque canon. Cela nous permet de démontrer que cette idée de canon permettant de satelliser des objets est très ancienne et peut-être la Grande Tartarie avait déjà lancé des satellites. Plus tard, Saddam Hussein, président irakien, assassiné par le gouvernement américain, aussi projeté de construire un canon spatial pour lancer des fusées dans l'espace ou des missiles. Le projet Babylone est un projet de canon spatial lancé par l'Irak en 1988, sous la direction de l'ingénieur canadien Gerald Bull. Le projet prit fin en 1990 à la suite de l'assassinat de celui-ci et à la guerre du Golfe. Au début des années 60, l'ingénieur canadien Gerald Bull avait lancé l'idée que des canons géants pouvaient être utilisés pour lancer à haute altitude des projectiles contenant des instruments de mesure, pour un coût très inférieur à celui d'une fusée. Après avoir commencé le développement d'un projet de ce type au Canada, il parvint à obtenir en 1961 le soutien de l'US Army pour ce qui devint le projet HARP.
Plusieurs canons furent installés à partir de 1962 à la Barbade et à Yuma, mais l'US Army mit fin au projet en 1967, les résultats ne s'étant pas montrés à la hauteur. Si les canons parvenaient effectivement à tirer des projectiles à très haute altitude, les instruments qu'ils contenaient ne résistaient généralement pas aux accélérations de poussée considérablement plus importantes avec cette méthode qu'avec une fusée, limitant l'intérêt du projet. Dans les décennies suivantes, Bull développa des systèmes d'artillerie plus classiques, comme le GC-45, mais ne cessa jamais de promouvoir son concept de canon spatial. Il semble ainsi être parvenu à convaincre les Irakiens de financer un projet de ce type alors qu'il produisait pour eux le système d'artillerie autopropulsé Alpha. En parallèle, Bull et les Irakiens travaillaient sur un projet beaucoup plus grand, le système Mil qui, comme son nom l'indique, devait tirer un projectile de 1000 mm de diamètre. Ne disposant pas des capacités industrielles nécessaires à la production des sections du tube de l'arme, l'Irak se les procura à l'étranger en les faisant passer pour des éléments de pipeline. Il y eut également des plans pour un système 600 et un projet Babylone, dont le but était de concevoir un projectile guidé. Le 22 mars 1990, Gerald Bull est abattu de 2 balles dans la nuque devant son immeuble à Bruxelles en Belgique. Bien que des doutes subsistent sur l'identité réelle du commanditaire, l'assassinat a été largement attribué au Mossad. Sa mort porte un coup d'arrêt au projet, qui est définitivement arrêté à la suite de la défaite de l'Irak pendant la guerre du Golfe. En accord avec les termes de l'armistice, les installations et les éléments liés au projet Babylone furent alors démantelés et détruits sous la supervision des Nations Unies. Lors de la Première Guerre mondiale, les nazis ont construit des canons à la puissance de tir d'un canon d'une taille hors norme. Celui-ci était capable de tirer des obus à environ 126 km de distance. Son tube possédait une longueur de 36 mètres et il propulsait des obus de 104 à 106 kg à une vitesse de 1600 mètres par seconde. Le 30 janvier 1918, lors des essais finaux au pas de tir de la marine allemande, que le canon tira jusqu'à 126 km avec une assez bonne précision. Les obus ont atteint une altitude de 42 km à l'apogée de leur trajectoire. C'est à l'époque la plus haute altitude au-dessus de la surface de la Terre jamais atteinte par un projectile lancé par l'homme. Ce canon crachait des projectiles explosifs de 210 mm. L'usure du tube était telle qu'il devait être remplacé après 65 coups. Afin de compenser la détérioration extrêmement rapide de l'âme du canon, élargissement du tube, les obus étaient numérotés de 1 à 65 et devaient être tirés en ordre séquentiel puisque chaque projectile avait un calibre légèrement supérieur au précédent. Si bien que le calibre du projectile numéro 65 atteignait en fait 235 mm. La charge propulsive s'accroissait également à chaque coup, passant de 180 à 200 kg avec une augmentation approximative du lieu d'impact de 5 mètres. Le plan initial prévoyait suffisamment de tubes de remplacement pour permettre le pilonnage en continu de Paris par 2 canons durant une année complète. Les tubes usés étaient retournés dans les usines de fabrication pour y être réparés et mis à la taille originelle. Cela permit à l'armée allemande de ne fabriquer que 7 tubes à canon. Le projet Babylone ne portait pas exclusivement sur un canon lanceur d'engins orbitaux et de satellites, mais devait servir également au développement de plusieurs types de canons géants de portée et de calibres différents. En premier lieu, un prototype de 350 mm a d'abord servi de banc d'essai. Ce canon surnommé BB Babylon avait une longueur de plus de 53 mètres en 5 sections montées horizontalement sur des plateformes de chemin de fer, de manière à absorber le recul de l'arme. En mars 1989, on procéda au premier tir avec le prototype de 350 mm. Ce fut un succès. Fin février 1990, dans un rapport d'étape, Bull écrit « Les tests horizontaux, du canon de 350 mm, peuvent être considérés comme terminés. Les tubes seront donc expédiés à l'emplacement incliné. Les tirs commenceront en mars. » Début de mars 1990, le projet Babylon fonctionne à plein régime, le projet avance à grande vitesse. Bull affirme dans l'un de ses derniers rapports d'étape, un dessin de projectile doit être préparé pour une utilisation dans le lanceur de 1000 mm. Ce projectile va transporter 500 kg d'explosifs de haute intensité à une distance de 700 km. Le canon de 350 mm était en fait le prototype de ce qui devait être le vrai supercanon qui aurait été 3 fois plus gros. Il s'agissait d'un canon gigantesque de 1000 mm de calibre et d'une longueur de 175 mètres. On prévoyait de le construire en 2 exemplaires.
Un banc d'essai horizontal était prévu pour faire des études de balistique interne, afin de déterminer le comportement du projectile dans le tube après la mise à feu. Le canon opérationnel aurait été placé à 45 degrés à flanc de montagne. Dans sa culasse, il était prévu qu'on utilise une charge propulsive de 10 tonnes. Ce lanceur spatial n'avait aucune des caractéristiques d'une arme selon le Dr Cowley, l'ancien collaborateur et ami de toujours de Gerald Bull. Charles Murphy croit pour sa part que ce supercanon pouvait quand même avoir des applications militaires. Si un canon peut mettre un satellite sur orbite, il est évident qu'il peut lancer des projectiles à une très grande distance. Durant les 30 dernières années, Bull a préparé à plusieurs reprises des études pour le Pentagone sur une bombe orbitale. Ce projet signifie donc que d'après Bull, il aurait été possible de placer une bombe sur orbite avec le canon. Tout en étant fixe, cet engin aurait pu frapper n'importe quel objectif sur Terre, à condition bien sûr, d'avoir les ordinateurs et les connaissances techniques pour pouvoir opérer avec précision la délicate opération du retour sur Terre. Les Russes aussi ont envisagé de construire des canons spatiaux tueurs de satellites qui une fois en orbite pourraient détruire des satellites ennemis. Il semble que Bull et les Irakiens travaillaient pour construire des canons spatiaux peu avant l'arrêt du projet. Parallèlement au développement du canon spatial, à partir de l'automne 1989, Gerald Bull et son équipe d'ingénieurs ont dessiné 2 autres canons géants. Il est tout à fait probable que la Grande Tartarie, que l'Empire ottoman ou l'Algérie disposaient de canons géants de peut-être 150 mètres ou 300 mètres de long et leur fonction était peut-être de lancer des satellites ou de voyager dans l'espace. Est-ce que la Lune se trouve réellement à 380 000 km de la Terre, et si la Lune était en réalité à 70 km de la Terre ou pourquoi pas 40 km, il serait peut-être possible d'atteindre la Lune avec un canon géant ou d'atteindre la Lune avec des ballons d'hélium. Le projet Thor consisterait à larguer de gros projectiles depuis un satellite pour toucher des cibles sur Terre à une vitesse jusqu'à 10 fois supérieure à celle du son. Le projet était considéré comme d'un coût prohibitif, mais serait une démonstration des capacités diaboliques et destructrices de cette nouvelle technologie. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique signé en 1967 par 107 pays interdit le placement ou l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques sur l'orbite terrestre. Ce traité n'excluait pas l'arme la plus simple de l'US Air Force, une tige de tungstène qui pouvait frapper une ville avec la puissance explosive d'un missile balistique intercontinental. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé ce qu'ils ont appelé des bombes, les E-Dog. Il s'agissait simplement de pièces en acier massif, de moins de 2 pouces de long, équipées d'ailettes. Il n'y avait pas d'explosifs, ils ont simplement été largués par centaines depuis des avions survolant le Vietnam. Les projectiles Lazy Dog, alias bombardement cinétique, pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 500 000 par heure lorsqu'ils tombaient au sol et pouvaient pénétrer 20 cm de béton après avoir été largués de 1000 mètres d'altitude. L'idée est comme tirer des balles sur une cible, sauf qu'au lieu de perdre de la vitesse en se déplaçant, le projectile gagne en vitesse et en énergie qui sera dépensée lors de l'impact. Il tirait sur une large bande de jungle, faisant pleuvoir la mort de la taille d'une balle à grande vitesse, tuant ainsi hommes, femmes, enfants et animaux et végétaux. C'est ainsi que le projet Thor est né. Au lieu de larguer des centaines de petits projectiles à quelques milliers de mètres, Thor a utilisé un gros projectile à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. L'idée des « tiges de Dieu » était un faisceau de tiges de tungstène de la taille d'un poteau téléphonique, 20 pieds de long, 1 pied de diamètre, largué de l'orbite d'un satellite militaire, atteignant une vitesse jusqu'à 10 fois la vitesse du son. La tige elle-même pénétrerait des centaines de pieds dans la Terre, détruisant tous les bunkers blindés potentiels ou les sites souterrains secrets. Plus que cela, lorsque la tige frappe, l'explosion serait similaire à la puissance d'une arme nucléaire pénétrant dans le sol, provoquant un tremblement de terre et une explosion mais sans retombée radioactive. Une telle arme pourrait détruire une cible avec un préavis de 15 minutes. L'administration Bush a même envisagé de revenir sur l'idée de frapper des sites nucléaires souterrains dans des pays ennemis dans les années qui ont suivi le 11 septembre. Chose intéressante, le coût d'un seul ICBM Minuteman III était de 7 millions de dollars en 1962, lors de son introduction, 57 millions de dollars ajustés en fonction de l'inflation. Le problème avec une charge utile nucléaire est qu'elle n'est pas conçue pour pénétrer profondément sous terre. Et les retombées d'un engin nucléaire peuvent être dévastatrices pour les zones environnantes potentiellement amies. Un élément essentiel du concept d'armes comme celui du projet Thor est que les armes hypersoniques ont un impact significatif et pourraient permettre aux États-Unis de maintenir une domination militaire mondiale.